Un dimanche en campagne, c'est le grand angle de ce dimanche 6 février. Et bienvenue dans notre rendez-vous politique pour décrypter la campagne présidentielle française. Le dimanche 24 avril, la France découvrira le nom de son président pour le prochain quinquennat. D'ici là, nous croisons les regards depuis Paris. Un dimanche en campagne, c'est notre grand angle politique. Avec vous, Richard Verly, correspondant en France et pour l'Europe du quotidien suisse Le Temps. Et avec vous également, Francis Laloupeau, journaliste indépendant et enseignant en géopolitique. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Francis, pour vous, quelle est la séquence forte de cette semaine politique ? J'ai retenu la séquence de la désignation de Mme Christiane Taubira par cette primaire socialiste, cette primaire de gauche plutôt, citoyenne, primaire populaire. Pas tellement socialiste. C'est intéressant parce que ça résume, en fait, cette séquence résume le grand désarroi de la gauche actuellement en France. Une candidate qui veut rassembler, mais qui est désignée par une primaire à laquelle n'ont pas voulu participer ceux qu'elle voudrait rassembler. C'est presque romanesque. Alors, Richard, vous retenez-vous une séquence moins politique, plus intime dans le meeting hier de Marine Le Pen ? On regarde. Oui. Et puis, il y a eu cet attentat. J'avais 8 ans. Le silence d'abord. Le silence de l'explosion qui rend sourd. Puis la fumée, les voix qui appellent, les éclats de verre. Le sentiment de n'avoir plus rien sous nos pieds que mon petit lit d'enfant en équilibre dans le vide. Richard, cette séquence plus intime, un peu dans l'émotion, quelle est la tactique derrière ? C'est le moment où Marine Le Pen a choisi, alors comme on dit, de fondre l'armure, mais là ça va plus loin. C'est-à-dire, elle devient une victime. Elle qui en général accuse, et son parti accuse les musulmans, l'immigration, il y a toujours des tas de boucs émissaires pour le Rassemblement national. Là, elle devient victime, elle rappelle que sa famille a été victime effectivement d'un attentat en 1976, l'appartement parisien de la famille Le Pen, et elle raconte qu'elle a été enfant, qu'elle a vécu ça, qu'elle a presque été traumatisée, et tout de suite après, elle parle de sa vie de femme et du fait qu'elle a été elle-même une mère monoparentale, etc. C'est très intéressant parce que là, elle cherche à jouer au maximum l'intimité, le lien direct avec la population. Et elle a elle-même rappelé, l'élection présidentielle, ce n'est pas seulement un programme, c'est la rencontre d'un peuple et d'un candidat. Elle l'a bien compris, car Le Pen et Zemmour sont désormais au coude à coude. Il y avait aussi la crise en Ukraine, la crise au Mali cette semaine. L'international s'invite dans la présidentielle. Une semaine en campagne, le résumé est signé à Luna Guepadora. Bataille de ralliement, tacle par médias interposés, meeting en quasi simultané. Entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, la guerre est déclarée. Fait du hasard ou non, les deux candidats d'extrême droite étaient tous les deux en meeting ce samedi. Une bataille à distance qui les a, semble-t-il, rapprochés. Politiquement, certainement pas. Mais dans les sondages, ils sont désormais au coude à coude. À Lille, le candidat de la Reconquête a mis le cap sur le pouvoir d'achat, les aides sociales et l'immigration. Le tout au nom de la France qui travaille. Et je sais combien ici, dans les classes les plus populaires jusqu'aux classes moyennes, on déteste l'assistanat. Tout comme son adversaire, Marine Le Pen a fait état d'une France abîmée, comprendre abîmée par Emmanuel Macron. Mais au déclinisme d'Éric Zemmour, elle a préféré une approche plus personnelle et intime. Du plus loin que mes souvenirs me portent, la politique fait partie de mon existence. Après l'Union européenne, la candidate du Rassemblement national a présenté son nouveau cheval de bataille, l'OTAN. Nous sortirons du commandement intégré de l'OTAN. Cette semaine, les dossiers internationaux font irruption dans la campagne, avec donc la crise ukrainienne. Et là, les avis divergent. Chez les extrêmes, on s'affiche plutôt conciliant avec le président russe. À droite et à gauche, au contraire, on plaide plutôt pour une réponse européenne ferme à l'encontre des dirigeants autoritaires. Lui aussi s'est immiscé dans la campagne. Depuis son expulsion par la junte, l'ambassadeur de France au Mali, jusqu'ici peu connu, a mis l'Afrique au cœur du débat. Avec une question, quel avenir pour les troupes françaises au Sahel ? Pour son premier grand meeting national à Marseille, le candidat communiste Fabien Roussel a ce dimanche recentré le débat autour de sujets bien français. La relocalisation d'abord et l'impôt de solidarité sur la fortune qu'a supprimé Emmanuel Macron. Avec nous, les petits paieront petits et les gros paieront gros. Le président français, lui, continue son faux suspense. Le candidat, le non-candidat, le quasi-candidat, a toutefois rassemblé ses 500 parrainages. Tout ça, que le meilleur lui soit réservé.
Voilà, alors on voit bien, on va reprendre tout ça un petit peu dans l'ordre. On commence par la séquence d'hier, c'est meeting, Le Pen, Zemmour, l'un face à l'autre, mais à distance. Ça sera une bataille pour l'électorat populaire, c'est ça qui se dessine? C'est évidemment le duel pour l'électorat populaire. Vous avez noté hier que, outre la séquence intimiste chez Marine Le Pen, il y a eu l'accent sur le pouvoir d'achat de la part des deux candidats, avec des promesses de hausse de SMIC, revalorisation des salaires, etc., etc. La difficulté de ce duel, c'est qu'ils sont coincés tous les deux. Quelque part, ils sont obligés à un moment donné, de se promettre au fond leur voix mutuelle. Celui qui sera au second tour devra récupérer les voix de l'autre pour être élu. Ils n'ont pas l'air de vouloir le faire. Non, bien sûr qu'ils ne peuvent pas le faire avant le premier tour, mais la réalité, c'est celle-là. C'est-à-dire, si l'un ou l'autre veut avoir la chance d'être élu président de la République, il doit pouvoir aller puiser dans le réservoir du concurrent. Ça promet une fin de campagne compliquée, parce que plus ils sont face à face, plus ils risquent finalement de fracturer leur électorat et donc d'abîmer leur propre chance d'être élu. Et on verra qui lâchera d'abord. Selon ce même sondage qu'on évoquait, Valérie Pécresse se détache avec 16,5% des intentions de vote. Elle accéderait donc au second tour. Ce qui unit la droite et l'extrême droite cette semaine, c'est cette bourde commune à Valérie Pécresse et Marine Le Pen suite à l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali. Les deux candidates voulaient renvoyer l'ambassadeur du Mali en France alors que le poste est vacant depuis 2 ans. Francis, de la gauche à l'extrême droite, la majorité des candidats s'est emparée de cette thématique du Mali, mais avec pas mal d'improvisation, vous diriez ça? Oui, ça montre d'ailleurs à quel point la politique étrangère est souvent absente des thèmes de campagne électorale. C'est souvent secondaire. Mais là, évidemment, je dirais, il n'y a pas de petit profit en politique, parce que comme le président sortant est en difficulté au Mali, cela devient forcément un thème tout à fait intéressant pour ses concurrents, pour ses adversaires. Au point même de faire des bourdes aussi énormes. Manifestement, les conseillers n'ont pas donné la bonne fiche à Madame Pécresse. Mais bon, Madame Le Pen, ou deux. Madame Le Pen, Pécresse aussi d'ailleurs, qui a fait donc cette bourde. Hein. Voilà, donc... Ils sont moins bavards quand il s'agit de savoir ce qu'ils proposent, par exemple pour l'opération Barkhane. Qu'est-ce qu'il y a dans leur programme de campagne? Ils ne proposent pas, parce que vous savez que de façon traditionnellement, en matière de politique étrangère, en matière de guerre ou de paix, il y a souvent un consensus, généralement, en France, même si effectivement le président est dépositaire de toutes les questions relatives à la politique extérieure de la France. Mais il y a souvent un consensus, et jusqu'à présent, le consensus, il était là. Il s'agissait effectivement de soutenir une opération française à l'extérieur, une OPEX, comme on dit, qui était donc destinée à lutter contre le terrorisme et les groupes djihadistes. Sur ça, il y a un consensus absolu. Mais dès lors que la France fléchit, que certains considèrent, c'est ce que dit Madame Le Pen, que la France est humiliée au Mali, évidemment, comme l'on dit, la victoire la victoire est souvent collective, mais la défaite, évidemment, la défaite est orpheline. Il y a peut-être une voix un petit peu différente, c'est celle de Valérie Pécresse qui dit, elle, que la France doit rester au Sahel. Dans ce contexte de crise, séquence régalienne pour elle, pour Valérie Pécresse. La candidate des Républicains a passé la nuit sur le Charles de Gaulle. C'est le porte-avions nucléaire de la Marine nationale, l'un des plus grands navires de guerre européens. Elle se positionne en chef de guerre, en chef d'armée. La crédibilité de Valérie Pécresse, c'est d'être la seule alternative vraiment possible à Emmanuel Macron, je dirais pour l'électorat modéré, conservateur, ce qu'on appelle un peu le cercle de la raison. Pour tous ces gens-là, il y a 2 candidats à qui on peut confier les commandes du pays. Emmanuel Macron, s'il se déclare, et il n'y a pas de doute qu'il se déclarera, et Valérie Pécresse. Donc pour capitaliser là-dessus, elle doit vraiment apparaître comme une présidente potentielle. Donc le Charles de Gaulle, donc tous les signes qu'elle peut donner, comme quoi elle est capable de gouverner, sous-entendu, ni Éric Zemmour ni Marine Le Pen ne sont capables de le faire. Dans un contexte de tension aux portes de l'Europe, ça ne lui a pas échappé non plus. Absolument, ce sont des tensions en plus qui lui sont familières, parce qu'elle est russophone, en tout cas, elle a passé du temps en Russie, elle connaît bien ces questions, Valérie Pécresse, évidemment. Et là, ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'elle fait, c'est son silence. C'est-à-dire que sur la question de la Russie, vous avez remarqué qu'elle a peu parlé, précisément parce que je pense que ça fait partie de cette image. Elle ne veut pas apparaître comme celle qui donne des leçons, alors que la politique, la diplomatie, c'est compliqué et qu'elle le sait. Sur la crise en Ukraine, on va continuer à en parler. Les positions des candidats sont très divergentes. Les modérés, comme Valérie Pécresse, s'inscrivent plutôt dans la logique de l'OTAN. Les extrêmes, à droite comme à gauche, se rejoignent sur un axe favorable à la Russie. Mais là, on voit que les motivations ne sont pas les mêmes aux extrêmes. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est comme si l'affaire ukrainienne
était un peu, je dirais, le point de cristallisation de toute cette tension qu'on observe depuis une trentaine d'années sur la scène internationale. Avec d'un côté, je dirais, la coalition des pays dits progressistes, ou en tout cas des pays occidentaux démocratiques, et de l'autre côté, la coalition montante des régimes dits illibéraux ou autocratique dont la Russie voudrait être le chef de file. Donc là, nous avons effectivement un affrontement qui révèle, je dirais, les comptes mal soldés ou les rancunes mal soldées de la fin de la guerre froide. Et on retrouve effectivement ce schéma aussi à l'intérieur des pays. Vous avez effectivement, je veux dire, cette configuration que vous avez bien campée, avec d'un côté certains mouvements, notamment les extrêmes, qui manifeste une forme de sympathie à l'égard de la Russie. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron en tête, qui évidemment est dans le camp des progressistes, qui est plutôt, je veux dire, le défenseur des thèses démocratiques. Mais là, démocratiques. dans le cas particulier d'une offensive de la Russie en Ukraine, on a donc Mélenchon, Zemmour, Le Pen qui sont plutôt conciliants avec la Russie. Là, s'il y a une offensive, ça risque d'être compliqué pour eux ? Alors, s'il y a un mouvement militaire russe en Ukraine dans les semaines à venir avant l'élection présidentielle, il est évident que tous ceux qui proposent non seulement de dialoguer, mais au fond d'être souples, d'être flexibles à l'égard de la Russie, seront en position difficile. Très franchement, pour l'instant, à part, semble-t-il, les services de renseignement américains qui distillent cette hypothèse, personne ne croit vraiment à une guerre menée en Ukraine par la Russie. Peut-être pas sur le terrain, mais il y a l'hypothèse d'une cyberguerre. Le gouvernement craint des ingérences étrangères pendant la présidentielle. Pour la première fois, toutes les équipes de campagne se voient proposer une formation par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. On craint une attaque 2.0 ? Alors, on craint globalement des hackings de la campagne, et ça, c'est normal que la France prennent les mesures de précaution. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est plutôt que ces mesures de précaution sont maintenant en place, et quand on parle à des responsables gouvernementaux, ils pensent que le danger est quand même moindre d'un dérangement global de la campagne, un dérangement numérique en 2022 qu'il ne l'était en 2017. Rappelez-vous les fameux Macron Leaks, tous les documents de la campagne d'Emmanuel Macron qui avaient été rendus publics. Ce scénario d'une attaque 2.0 de la Russie, c'est un scénario que vous prenez au sérieux, vous, par exemple ? Oui, parce qu'il y a déjà quand même des précédents. Il y a eu des précédents lors des élections aux États-Unis. Il y a eu des précédents également, même en 2017. On avait la Russie était aussi présente, en tout cas, était présumée comme telle dans la campagne électorale en France. Un peu plus, un peu moins, je dirais. Pourquoi pas ? Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'un affrontement direct, évidemment classique, est impossible, même s'il y a un déploiement militaire quand même américain symbolique. Aujourd'hui en Pologne, en Allemagne, etc. Mais il est évident que ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est surtout de marquer sur la scène internationale la présence diplomatique de l'Europe, de cette Europe politique à laquelle il tient beaucoup, cette souveraineté européenne à laquelle il tient beaucoup. Mais voilà. Parce que là, on a des candidats qui doivent clarifier leur position vis-à-vis de Vladimir Poutine, un chef de l'État qui est à la manœuvre. Emmanuel Macron a tout à gagner de cette situation. Ça retarde son entrée en campagne, mais il y gagne ? Non, il a tout à gagner seulement s'il obtient des résultats. Parce que s'il revient bredouille de sa rencontre avec Vladimir Poutine, voire peut-être s'il revient avec un camouflé, Vladimir Poutine dans le passé en a donné quelques-uns à des dirigeants européens, là ce sera difficile pour Emmanuel Macron. Donc il doit revenir de Moscou et de Kiev avec quelque chose. Ce quelque chose, c'est sans doute une forme d'ambiguïté constructive qui permettrait une sortie par le haut diplomatique à cette crise et de remettre l'Europe en selle. Là oui, en tant que président tournant de l'Union européenne, ce serait un joli coup. Et il y va donc lundi et mardi. Merci beaucoup Richard Verly, merci beaucoup Francis Laloupeau. À très bientôt.